Bien, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport, avec une table ronde sur la diffusion du cyclisme. Nous recevons à cette occasion M. Xavier Xavier Jean, vice-président de la Fédération française de cyclisme, M. Julien Goupil, directeur des médias chez Amaury Sport Organisation et en charge du Tour de France, et enfin Patrick Cluzot, bien évidemment, qui est vice-président de la Fédération française de cyclisme. Excusez-moi parce que j'ai fait une erreur tout à l'heure, c'est Xavier Jean, c'est la Ligue nationale de cyclisme. Vous êtes président de la Ligue nationale de cyclisme, pardon, excusez-moi. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Il ne vous aura pas échappé que notre mission trouve son origine dans les événements survenus dans un sport particulier, le football. Néanmoins, il est important pour nous d'élargir la focale à toutes les disciplines, et en particulier les disciplines majeures comme le cyclisme. Inutile de revenir sur la popularité du cyclisme dans sa pratique, notamment auprès des jeunes générations. On en a eu encore un brillant exemple ce week-end avec la deuxième victoire consécutive de Julien Alaphilippe au championnat du monde sur route. Mais c'est aussi un sport extrêmement populaire à la télévision. Il est un des deux sports historiques avec le football. Et je rappelle qu'à cette occasion, que l'arrivée du Tour de France en 1948 a été le premier événement sportif diffusé en direct dans l'histoire de la télévision française. De nombreuses courses sont aujourd'hui diffusées à la télévision et sur Internet, en clair ou en crypté, Tour de France bien sûr, mais aussi les classiques, et même des événements régionaux comme récemment le Tour du Limousin. Je vous propose donc de nous dresser un état des lieux de la situation aujourd'hui et des défis qui attendent le cyclisme de demain. Sans plus attendre, je vous cède la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes chacun, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec notre rapporteur Cédric Roussel. Vous voulez que je commence par M. Cluzot ? Allez, vous avez la parole, M. Cluzot. Alors, bonjour. Peut-être déjà commencer par parler un petit peu de la fédération, présenter en quelques mots la fédération. Donc, nous sommes la Fédération française de cyclisme, délégataire pour l'organisation du cyclisme en France. Nous couvrons un large champ d'activité qui va du loisir compétitif. Et quand on dit loisir, on inclut même maintenant la pratique, la mobilité, puisqu'on s'intéresse de plus en plus à la mobilité. Et puis développement du vélo en général et bien sûr jusqu'à la compétition de très haut niveau avec les équipes de France sur les événements internationaux. Vous l'avez rappelé, on a eu un beau week-end l'année dernière et nous en sommes ravis. Ça passe par le cyclisme de loisir, le loisir compétitif, par l'accueil des jeunes dans les clubs, par leur formation par des éducateurs. Nous formons les jeunes et les éducateurs. Nous exerçons la détection des talents et on les accompagne jusqu'à la préparation aux équipes de France et au plus haut niveau. Ça passe également, et c'est important, par l'organisation de compétitions par nos clubs. La fédération, c'est aujourd'hui 4 disciplines olympiques, donc la route, la piste, le VTT et le BMX. Nous couvrons d'autres disciplines de haut niveau également, mais sont moins connues. La fédération, c'est 110 000 licenciés, 2600 clubs et à peu près 16 000 organisations à l'année. Donc c'est un budget d'environ 20 millions d'euros. Notre modèle économique, c'est relativement simple. Des produits, licences, droits d'engagement, droits d'organisation, une subvention de l'État, principalement sur le haut niveau, qui représente entre 15 et 20% selon les années de notre budget, et puis des partenariats privés. Alors, la fédération et l'audiovisuel. Il faut dire que seule la route et principalement les hommes intéressent réellement aujourd'hui les médias et la télévision. Nous avons la chance d'avoir un partenariat avec France Télévisions et Eurosport qui nous couvre les championnats de France sur route. Il s'agit de la prise en charge de la production, de la diffusion des championnats de route élite, donc hommes et dames, contre-la-montre et course en ligne. C'est vraiment une très belle couverture. Il y a également un partenariat financier
qui est pas gros, mais bon, qui nous permet de financer la production des images de tous nos autres championnats. Comme ça, on peut offrir à nos fans, aux spectateurs, quasiment tous nos championnats de France à la télévision, sur Eurosport ou France Télévisions, ou parfois les deux en même temps. Donc les autres championnats, je parle du cyclocross, du BMX, de la piste et du VTT, avec en général de bonnes audiences, même pour ces disciplines-là, de très bonnes pour la route, mais de bonnes sur ces disciplines. Donc là, nous finançons la production et Eurosport et France Télévisions assurent la diffusion. On commence à collaborer aussi avec Sport en France, donc une nouvelle chaîne, et ils vont nous couvrir les Coupes de France de cyclocross pour cet hiver. Donc là aussi, on assure la production. Le partenariat nous permet de produire, mais il nous permet également de fournir des images gratuites aux téléspectateurs, et puis on espère intéresser les fans, et notamment les jeunes, pour les attirer au cyclisme et les inspirer. Ça nous aide beaucoup pour l'accueil des collectivités, puisque, bien sûr, il y a des retombées qui sont intéressantes. Ça nous permet de les intéresser, et aussi nos partenaires. Donc c'est important pour nous d'avoir ce partenariat qui a été signé jusqu'en 2025. Donc voilà, même si c'est pas, on ne parle pas de modèle économique là, parce que voilà, on ne gagne pas d'argent, c'est pas un modèle pour la fédération. Mais en tout cas, il est très important pour nous. Dans le secteur de l'économie sportive, on est vraiment tout petit. Les grands événements médiatiques, on laisserait mon voisin en parler. Ils ne sont pas chez nous, ils sont dans le privé. Et puis, c'est le seul opérateur qui pèse réellement sur l'économie du cyclisme. Et voilà, c'est pas un reproche, c'est un constat. Et on est heureux d'avoir sur notre territoire la plus grande course du monde. Mais voilà à peu près la situation aujourd'hui de la Fédération française. M. Goupil ? Oui, peut-être commencer quelques éléments sur... Voilà, bonjour. Peut-être quelques éléments pour commencer sur Amaury Sport Organisation, donc, qui est une entreprise créatrice et organisateur d'événements sportifs, avec évidemment un pôle très important, le cyclisme. ASO, c'est aujourd'hui 90 événements, 25 pays, 250 jours de compétition, un pôle majeur cyclisme avec la tête de pont du cyclisme mondial, le Tour de France, mais tout un tas d'épreuves très importantes qui font le socle du cyclisme, donc des classiques majeurs comme Paris-Roubaix, comme Flèche Wallonne, comme Liège-Bastogne-Liège, des courses à étapes comme Paris-Nice, comme Critérium du Dauphiné, et puis tout un tas de courses également avec Unipublic que nous avons repris il y a quelques années en Espagne, la Vuelta, deuxième ou troisième grand tour selon les analyses, la Classica San-Sébastien. Donc voilà, le pôle cycliste très important, un pôle également sport de masse, marathon de Paris, semi-marathon de Paris, étape du Tour, un pôle sport mécanique avec le Dakar, voilà, et puis du golf avec notamment l'Open de France féminin. ASO, évidemment, un rôle très important dans le cyclisme mondial aujourd'hui. Alors, moi, je noterai quatre éléments à retenir. Le premier, c'est que ASO a repris il y a quelques années des courses qui étaient en difficulté et joue son rôle de soutenir le cycliste. On pense à Paris-Nice, on pense au Critérium du Dauphiné, on pense à Liège-Bastogne-Liège, on pense à la Flèche Wallonne. Ces courses-là, si ASO ne les avait pas reprises, elles ne seraient peut-être plus là aujourd'hui. C'est des courses qui, d'ailleurs, pour une grande partie, sont déficitaires. Si on n'a que Paris-Nice sous le bras, c'est pas évident de le mettre à l'équilibre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a développé tout un ensemble de courses à l'international. C'est notre rôle de promouvoir le cyclisme. Moi, je dis toujours que, entre guillemets, la lutte, c'est plutôt le cyclisme contre les autres sports plutôt que les courses cyclistes entre elles. Le but, c'est de mettre de plus en plus de cyclisme et de vélo à l'antenne. Moi, si je peux grappiller un peu contre le foot, et ben on y va. Donc, on a développé des courses partout à l'international, en Norvège, en Allemagne, en Asie, des critériums. Le but étant d'aller chercher les fans partout où ils sont. Un troisième point important que ASO a mis en place, c'est que on a mis un fort accent récemment, encore plus, sur le cyclisme féminin. On avait la Flèche Wallonne Femmes, on avait Liège-Bastogne-Liège Femmes. On aura samedi prochain Paris-Roubaix Femmes, la première édition. 180 pays, 20 chaînes, 2 heures de direct sur France 3 et sur toutes les grandes chaînes généralistes
européenne et partout dans le monde, donc quasiment l'égale des hommes. On va apprendre en marchant, on va regarder ce que ça donne. Et puis, dès 2022, la première édition du renouveau du Tour de France Femmes, où là également, on annoncera d'ailleurs au Palais des Congrès le 14 octobre le parcours. Et enfin, dernier point, on insiste également sur notre rôle de promoteur, puisqu'on aide tout un tas d'organisateurs dans la médiatisation et la distribution de leurs images partout dans le monde. On le fait pour le Tour d'Annoneur en Australie, on le fait pour le Tour de Turquie, on le fait pour le Tour de Croatie, on le fait pour le Tour de Hongrie. Voilà, l'objectif étant d'aller placer des images sur les chaînes de télé. On est en contact avec plus de 200 chaînes partout dans le monde, chaînes, acteurs traditionnels, nouveaux acteurs. Donc ça, c'est pour présenter un tout petit peu ASO, qui a été créé en 92, qui est une filiale du groupe Amaury, des éditions Philippe Amaury, petite sœur ou grande sœur de l'équipe, du journal L'Équipe. En tout cas, voilà, on est la propriété des éditions Philippe Amaury. Alors évidemment, un petit mot sur le Tour de France. Le Tour de France, c'est le géant du cyclisme. Il a son histoire. Le Tour de France, c'est bien plus que du cyclisme. C'est ce qui fait son succès aussi. On sait que 40% des images qui sont diffusées à la télé sont des images de paysages, de châteaux, c'est le patrimoine national. Il y a évidemment une course, mais ce n'est pas que du sport. On a fait un choix fort, nous, dans notre stratégie, historiquement, d'être accessible sur 3 types de médias, des grandes chaînes généralistes, et ça, c'est fondamental. On est certes un événement d'importance majeure, mais c'est fondamental pour nous d'exposer le cyclisme et le Tour de France au plus grand nombre. Moi, je suis persuadé que c'est des visions de long terme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problématiques parfois de rentabilité, mais ce qui est sûr, c'est quand on est sur une chaîne accessible au plus grand monde, c'est la meilleure exposition possible pour un événement. Donc on a ça pour le Tour de France. On a, en plus de ça, des diffusions sur des chaînes thématiques sport. Par exemple, Eurosport, qui en plus des chaînes généralistes, nous couvre également le Tour de France et toutes nos courses. Donc on touche à la fois le grand public, on touche à la fois les fans de sport avec Eurosport, et puis on va même maintenant... on travaille avec nos diffuseurs sur toute la partie digitale. Donc le direct est évidemment sur les plateformes des diffuseurs dits traditionnels qui opèrent, eux, leur mutation vers le digital aussi. Ils ont besoin de... voilà. Et nous, on a un écosystème digital où on a des résumés avec 10 millions de fans qui permet là aussi d'aller chercher un public un peu plus différent, peut-être un peu plus jeune, en tout cas des contenus voilà, plus courts et différents. On est à un moment... assez important, une transition qui s'opère. Le marché est assez éclaté, les modes de consommation changent. On a beaucoup d'acteurs sur le marché aujourd'hui, les chaînes gratuites, les chaînes payantes, les plateformes digitales, les nouveaux acteurs OTT. Donc je ne vais pas dire qu'on se cherche, mais il y a une fragmentation de l'audience et c'est pas si simple pour tout le monde. C'est les économies, on le voit bien. C'est ce qui s'est passé dans le foot. Voilà, en tout cas, nous, on a une position très forte qui est de continuer à exposer le Tour de France. Alors je parle du Tour de France, mais c'est très important. Toutes les chaînes qui diffusent le Tour de France diffusent nos autres courses cyclistes aussi, parce qu'en fait, il faut raconter une histoire. On ne peut pas arriver le 1er juillet en ayant montré 0 vélo à la télé, et donc que ce soit France Télévisions, notre partenaire majeur, historique. Le Tour de France a toujours été sur les chaînes publiques, TF1 avant, puis Antenne 2 et maintenant le groupe France Télévisions. L'ensemble de nos épreuves sont diffusées sur ces grandes chaînes généralistes, et ça permet tout au long de l'année, voilà, de raconter une histoire et on a un rôle très important, on le sait, chez ASO pour pousser le cyclisme et pour garder cette exposition en clair. Et ce qui fait un peu la singularité du vélo qui reste encore très largement accessible. Je terminerai par un chiffre. Le volume de diffusion du cyclisme, en tout cas des courses World Tour, en France, il a fait x6 en 6 ans. Donc ça montre aussi que le cyclisme y grappille. C'est 9% du sport à la télé, donc le foot en fait une grosse partie, et c'est 13% de la consommation. Donc les audiences du cyclisme, aujourd'hui elles vont bien, c'est pas les 4 millions de téléspectateurs qu'on a eu en moyenne sur France Télévisions et les 40% de part d'audience qui diront le contraire. Aujourd'hui, toutes les chaînes qui diffusent le Tour multiplient par 3, voire certaines par 6 ou 7 leur part d'audience moyenne. Donc il y a encore une valeur ajoutée très forte du Tour. Et voilà, on est attaché à ça et c'est un sujet sur lequel on ne lâche pas. Très bien, monsieur Jean. Alors je vais rappeler un petit peu le modèle économique du cyclisme professionnel français, dont la Ligue a la subdélégation de gestion auprès de la fédération.
Donc ça comprend 9 équipes professionnelles, 180 coureurs français. L'ensemble des coureurs appartenant au groupe cycliste français ont un statut de coureur cycliste professionnel avec un contrat de travail de coureur cycliste professionnel, ce qui est une exception au niveau international, puisqu'au niveau international, les équipes de 3e division n'ont pas de statut professionnel. Ce qui est une richesse pour notre sport, pour les athlètes, en termes de droits sociaux, ce qui est un atout majeur pour l'attractivité de nos équipes françaises. En termes d'organisateurs, on a là 2 modèles. Un modèle associatif pour une grande majorité de nos organisateurs, puisque nous comptons aujourd'hui 41 organisations, dont 35 sur ce modèle associatif, ou de sociétés privées, comme la plus illustre d'entre elles, ASO, qui organise les courses que vous connaissez. Nous représentons au niveau international 1/6 des courses, du nombre de courses au niveau mondial. Donc au niveau du nombre de jours de course, puisque ça représente 110 jours de course environ, plus ou moins en fonction des années, et ça représente 1/6 du nombre de jours de course au niveau mondial. Au niveau des droits de télévision, ils reviennent aujourd'hui au regard du modèle qui existe exclusivement aux organisateurs, et en l'occurrence aujourd'hui le seul organisateur qui bénéficie de droits télé, c'est le Tour de France, de par son aura, de par la dimension de ses épreuves. Les autres organisateurs n'ont pas de droits de télévision. Ils doivent payer la production des images pour ceux qui ont leur épreuve diffusée en direct à la télévision. La Ligue elle-même n'a pas de droit de télé et elle participe d'autre part à la production, au financement de la production des épreuves d'un jour qui font partie de la Coupe de France de la Ligue. Et la Ligue finance à hauteur de 50% cette production télé, qui est à peu près d'un montant de 80 000 € les frais totaux de production sur une journée de course. Alors, on parle de Coupe de France, hein. On n'est pas dans la dimension du Tour de France et de tout ce qui peut être mis en place pour le Tour de France. On est sur des épreuves d'un jour. Voilà. La Ligue a une mission régalienne de gestion du cyclisme professionnel. En tant que président de la Ligue nationale de cyclisme, je me dois de prendre en considération les desiderata des uns et des autres, et aussi de défendre les droits des uns et des autres. En l'occurrence, en toute honnêteté, ces droits télé, c'est un sujet extrêmement sensible, puisque on a d'un côté des groupes sportifs et des athlètes qui verraient d'un bon œil avoir une redistribution partielle. D'un autre côté, des organisateurs au sens large, qui considèrent qu'en tant qu'organisateurs, propriétaires de leur course, parce que c'est aussi la spécificité du vélo, producteurs de leur image, qu'ils ont l'exclusivité des droits et défendent cette position. Je pense qu'il est important de rappeler le contexte international de notre sport, puisque nous n'avons dans notre calendrier, en dehors du championnat de France, que des compétitions internationales, donc avec une participation étrangère importante, puisqu'on a entre 50%, 75% de participation étrangère et 40% de participation étrangère sur nos compétitions, donc avec un nombre très important de groupes sportifs étrangers, de coureurs étrangers. Donc ce contexte international est aussi important dans la conception d'une redistribution plus ou moins partielle des droits, puisque moi je me dois de prendre en considération la défense des droits de tous nos organisateurs, ASO compris, de ne pas les mettre dans une position défavorable par rapport à des épreuves étrangères également. Donc ça c'est important, ce contexte international, et qu'une redistribution, si elle allait vers les acteurs, elle irait aussi à l'étranger. Ce qui, en l'occurrence, moi, s'il devait y avoir une redistribution ou quelque part un système qui puisse être imaginé un jour, ce qui devrait être le cas, ce soit une redistribution vers le cyclisme français dans toutes ses composantes. Maintenant, il faut aussi, en toute transparence, spécifier que s'il n'y a pas aujourd'hui de redistribution de droits télé, il y a une contribution des acteurs du cyclisme français à la vie du cyclisme professionnel et amateur. En l'occurrence, aujourd'hui, ASO est le premier contributeur au budget de la Ligue nationale de cyclisme,
Ce budget, il s'élève à 1 700 000 €, ce n'est pas un gros budget, dont une grande partie, 580 000 € pour les assurances et 300 000 € pour aide à la production d'images TV pour nos organisateurs qui ont un modèle associatif, nos organisateurs de la Coupe de France. Il faut aussi, je crois, remettre dans un contexte, si on compare à d'autres sports, par rapport à ces droits TV, etc., par rapport au modèle économique, nous n'avons pas de billetterie et nous n'avons pas, ou très peu, de possibilités d'exposition, de partenariat, de panoptique, par rapport à, c'est simplement sur nos lignes de départ et nos lignes d'arrivée, avec un temps d'exposition très court, par rapport à des sports qui se déroulent dans une salle, sur un terrain, avec aujourd'hui une panoptique numérique qui permet une exposition très importante, et visuellement, notamment depuis l'apparition de la panoptique numérique, et qui pour nous fait que nous ne sommes pas quelque part à égalité par rapport à tous ces sports au regard de ces éléments. Et nous souhaiterions, dans le cadre de ce travail qui est effectué par votre commission, pouvoir introduire la notion de ce qui aujourd'hui pour nous est une piste pour pouvoir générer de nouveaux produits, pour qu'il puisse y avoir une redistribution financière quelque part vers les acteurs du cyclisme dans toutes leurs composantes en termes d'incrustation. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est très limitée. On peut faire de l'incrustation sur des temps de 6 secondes, mais uniquement envers les collectivités, ouvert à des partenaires très précis. Voilà, par exemple, pour le chronométrage, ça doit être forcément une marque de montre ou quelque chose. Et pour nous, aujourd'hui, dans la volonté de quelque part, être traité équitablement, on souhaiterait qu'on puisse développer cette notion d'incrustation, mais l'ouverture à d'autres partenaires privés pour que... Comme ça a été justement dit tout à l'heure, le but du jeu n'est pas d'aller chercher la part du gâteau de l'autre, mais essayer pour nous de faire grandir le gâteau pour qu'il y ait une meilleure redistribution. On a aujourd'hui, c'est aussi une réalité, même si c'est un sujet épineux, dans le cyclisme, nous avons un dialogue très constructif entre les différents acteurs, que ce soit les équipes, les organisateurs, mais aussi entre la Ligue et la Fédération. Et c'est dans cet état d'esprit que je veux m'inscrire dans cette réflexion de, voilà, aujourd'hui, le président de l'Union cycliste internationale, pour le paraphraser, avait dit « Le cyclisme est un géant populaire, c'est un nain économique ». Je crois que c'est une réalité, si on compare les budgets. Et voilà, je pense qu'on doit, nous, avoir une réflexion. Comment est-ce qu'on peut générer davantage de recettes pour davantage faire bénéficier l'ensemble des familles. À ce titre, je voulais rappeler aussi que la Ligue de cyclistes reverse 10%, environ c'est 150 000 €, mais 10% de son budget de fonctionnement vers le cyclisme amateur, au travers d'une convention qui lie la Fédération et la Ligue nationale de cyclisme, avec 50% de cette somme vers le siège fédéral et 50% de cette somme vers les comités régionaux. Donc il y a, voilà, cette contribution, elle existe, elle est déjà sonnante et trébuchante. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Cette somme, elle ne finance plus depuis un certain nombre d'années les pôles, ce qu'on appelle les pôles, hein, cyclisme, que ce soit les pôles régionaux ou les pôles France. Alors en fait, cette somme, elle est reversée à la fédération et aux comités régionaux, et c'est enfin, voilà, c'est la fédération qui gère ces sommes en fonction d'eux. Initialement, pour être très clair, la répartition, 50% allait donc au siège fédéral, et les sommes étaient attribuées aux comités régionaux en fonction du nombre de jours de courses, de courses professionnelles par comité régional. Voilà, le calcul était basé là-dessus. Et il y a des contrats d'objectifs qui font que cet argent doit être vraiment destiné à la formation des jeunes, à la performance. Et ça fait partie de la convention avec des documents échangés dans ce sens entre la fédération et la Ligue. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure de les coureurs, la part de coureurs étrangers dans les équipes françaises professionnelles, exactement. Alors aujourd'hui, on a une augmentation de cette part puisqu'on est passé entre 2015 et 2021 de 82% à 58%. La part de coureurs, de coureurs cyclistes professionnels étrangers au sein des équipes françaises. Voilà. Une raison essentielle aujourd'hui, ça tient au fait du coût des charges sociales sur un coureur étranger résidant à l'étranger appartenant à un groupe sportif français, un coureur français résidant en France. C'est pas le même coût.
loin s'en faut. Et puis également, nous sommes aujourd'hui au plein emploi en termes d'équipe et nous avons plutôt du mal à générer suffisamment de talents pour venir remplir les rangs de nos équipes françaises, notamment puisque nous avons vraiment des équipes de tout premier plan au niveau mondial. Et que voilà, le cyclisme, on a une mondialisation du cyclisme avec une élévation du niveau de performance qui fait qu'aujourd'hui, on a des très très bons jeunes talents, mais pas forcément dans la quantité suffisante pour pouvoir avoir que des talents français dans nos équipes françaises. Oui, merci. On souhaitait vous avoir tous les trois parce que vous illustrez ce que vous avez dit sur le fait que vous avez des ententes cordiales sur une organisation que moi j'ai découvert personnellement il y a quelques mois et qui est assez surprenante effectivement par rapport à d'autres organisations et dans d'autres disciplines sportives. J'aime bien cette phrase, cette punchline, géant populaire et nain économique. Parce que c'est vrai que ici, on essaie, dans le cadre de cette mission, et c'est pour ça que vous êtes là tous les trois, de réfléchir plus largement, et de manière beaucoup plus prospective sur le fait divers qui est Mediapro, qui a provoqué donc je dirais, une casse économique, déjà dans cette solidarité entre le sport professionnel, le sport et le financement, donc la solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur, qui est un principe de base que vous avez rappelé d'ailleurs dans les conventions que vous signez entre vos organisations, fédérations donc, et ligues professionnelles. Et d'autre part, il met je dirais en relief une organisation et un modèle économique bien différent dans le milieu du foot et d'autres disciplines, à savoir donc une prépondérance des droits audiovisuels qui a fait dire, en tout cas on a pu le constater avec le défaut Mediapro, de parler de télédépendance. Voilà. Sachant que télé, peut-être qu'on va le nuancer, puisque vous l'avez dit vous-même, il y a différentes maintenant manières d'être exposé, usages aussi qui sont réclamés par... en tout cas par les consommateurs de spectacles et qui sont aussi généralement des pratiquants. Donc c'est intéressant parce que on voit déjà que le modèle économique, la réflexion sur le financement du sport, elle est beaucoup plus large et beaucoup est appréciée d'un point de vue vraiment disciplinaire aussi parce que les modèles économiques sont différents. Juste pour ma compréhension, Monsieur Goupil, donc on part bien là d'une situation où le Tour de France est une initiative privée, l'organisation du Tour de France, donc dès l'origine par donc le fondateur donc Monsieur Amaury. Et c'est vrai que c'est assez inédit parce qu'on part en fait on sent qu'il y a une organisation ensuite qui s'est carrément fait à l'envers. C'est-à-dire c'est le Tour de France qui ensuite a permis peut-être la structuration et l'organisation de la fédération et de la Ligue nationale de cyclisme. C'est ça en fait. Écoutez, en tout cas, oui, le Tour de France fait partie aujourd'hui d'une entreprise privée. Le Tour de France, créé en 1903, qui d'ailleurs a été créé pour vendre du papier à l'origine, puisque... Et puis après, les modèles se sont un peu inversés. Il ne faut pas oublier que le Tour de France a été déficitaire jusqu'au milieu des années 80, parce que c'est l'apparition des droits télé milieu des années 80, début des années 90, qui fait qu'on rentre dans le domaine, entre guillemets, je ne vais pas dire de la dépendance des droits télé, mais aujourd'hui, les droits télé sont évidemment un élément très constitutif des grands événements sportifs, même s'il n'y a pas que ça. Donc oui, c'est bien ça, c'est une entreprise privée. Je voulais rajouter un point important dans l'économie du cyclisme, c'est que ce sont des événements hors stade. Qui dit hors stade, et on en a parlé, dit des moyens de production audiovisuelle importants. On ne peut pas jouer sur du nombre de caméras, on est obligé d'avoir des hélicoptères, des avions relais, de la HF, c'est quand même des investissements assez importants. Et donc, il y a quand même aussi ce petit sujet de quand on est hors stade, c'est magnifique et ça amène de l'audience, mais il y a des coûts qui sont importants, et ces coûts, on les retrouve également
et ils sont très largement à la hausse ces dernières années sur des coûts de sécurité, des coûts d'organisation. C'est un point majeur. Je ne vais pas dire que dans le foot, il faut augmenter... Aussi, un peu dans les stades de football aussi. Voilà, bon, ça reste un stade de foot qu'il faut entretenir et ainsi de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les aménagements urbains et les frais de sécurité, dans le cyclisme ces 10 dernières années, les augmentations sont colossales. Donc il y a évidemment des sujets de modèle économique. Parce que, ce qui est intéressant, c'est que là, par rapport à l'affaire Mediapro, on est complètement dans un... Où vous n'êtes pas soumis bien sûr à un appel d'offres, parce que c'est la propriété de cet événement-là. Par contre, donc, vous avez une expertise, et on entend dans toute la manière dont vous avez fait vos propos liminaires, qu'il y a bien, j'ai envie de dire, une approche très qualitative du spectacle audiovisuel, également de son exposition au plus grand nombre, mais au-delà de nos frontières. C'était une des questions, c'est ce qu'on a pu voir notamment dans, pour l'instant, la commercialisation des droits TV sur le foot, où on voit que le bas blesse au niveau de la commercialisation à l'étranger. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous resituer, donc, quelle est la part, enfin, en proportion, on va dire, de vos ressources, donc, dans le cadre de cette commercialisation des droits à l'étranger versus les droits domestiques, on va dire, et surtout, qu'est-ce que vous inspire, alors, d'un point de vue extérieur, le fait que justement il y a des difficultés à vendre quelque part le championnat de Ligue 1, ou comme d'autres championnats, il n'y a pas que le foot, c'est un enjeu aussi pour le rugby notamment, à l'étranger. Enfin, ça c'est juste un avis de technicien, j'ai envie de dire. La France est évidemment le marché principal pour nos épreuves, hein, avec notre partenaire historique France Télévisions. On va dire qu'on est à peu près à 50-50 entre la France et l'international. Voilà. Alors il faut avoir en tête que les marchés sont très fluctuants. Ils sont fluctuants aussi à cause du sport. Je vais vous prendre un exemple très concret. Dans les années 90, il y avait une équipe qui s'appelait la T-Mobile. Il y avait un coureur qui s'appelait Jan Ullrich, de l'Allemagne de l'Est. L'audience, c'était plus de 10 millions sur RD ZDF à l'époque, avec des droits télé qui étaient colossaux. Est arrivé ce qui est arrivé. Aujourd'hui, il y a quelques Allemands qui sont là, mais on peine à être exposé en Allemagne. On a eu une chute terrible des revenus de droits télé de l'Allemagne. Même chose aux États-Unis. Donc les choses sont quand même assez fluctuantes. On peut se retrouver avec un gros marché qui, 3 ans après, a totalement disparu. C'est ce qui est arrivé à Roland-Garros sur le tennis en Allemagne. Il y avait Becker et Graf. Et puis aujourd'hui, voilà. Donc ça c'est un point important. Après, nous on vend évidemment le Tour de France, on commercialise le Tour de France et des événements qui s'y attachent et qui racontent une histoire. On n'est pas sur un championnat qui dure 8 mois. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on sait très bien qu'un championnat qui dure 8 mois, il ne trouvera jamais une exposition à 100% sur une chaîne en clair, qui ne trouvera pas des créneaux de diffusion. Donc il faut sans doute une collaboration entre le gratuit et le payant. Mais après, le gratuit, on sait ce que vaut le foot. Voilà, nous, on est vraiment sur un événement premium, 2-3 semaines. Je ne dis pas qu'on n'y a pas rattaché d'autres courses, mais le fleuron, c'est bien celui-là. Et en fait, on crée pendant 3 semaines cette espèce de parenthèse dorée du Tour de France qui se retrouve partout sur des grandes chaînes généralistes et qui se termine 3 semaines après. On n'est pas sur une saga du mois d'août jusqu'au mois de juin. Voilà, après les droits internationaux et les droits français, c'est les chiffres que je vous ai donnés. Vous nous confirmez les chiffres donnés par France Télévisions lors de leur audition que les droits du Tour de France, à peu près, pour ASO, c'est 24 millions d'euros sur 5 ans. Rajoutant que c'était aussi un peu lié à la diffusion du Rallye Dakar. Voilà. Écoutez, moi j'ai des clauses de confidentialité dans mes contrats, donc je ne vais pas divulguer ces chiffres-là. Il y a des chiffres qui circulent sur Internet. Si vous nous donnez ces éléments, c'est que voilà. En tout cas, moi je peux vous dire que c'est une part très importante des revenus du Tour de France. Ça, c'est certain. Je ne communiquerai pas les montants précis. Vous avez évoqué tout à l'heure le système de redistribution qui est extrêmement intéressant, parce que là on voit très bien qu'un grand événement mondial qui est le Tour de France permet derrière le financement et l'organisation de courses qui, sans doute sur le plan économique, sur le plan financier, ne trouveraient pas leur équilibre spontanément, hein, c'est peu de dire. Est-ce que vous pourriez nous détailler quelles courses cela concerne en fait tout au long de l'année ? Je crois qu'il y a le critérium Dauphiné libéré, mais peut-être d'autres courses, non ?
Je peux vous dire que, par exemple, les 2 courses d'une semaine, Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné, aujourd'hui, ne sont pas à l'équilibre, et que si vous et moi, on partait avec cette épreuve sous le bras et qu'on est commercialisé, on n'y trouverait pas de modèle. Voilà, il y a des modes de consommation qui évoluent aussi. Il y a un calendrier qui est assez chargé. Alors moi, j'ai plutôt tendance à dire que plus il y a de cyclisme à la télé, mieux c'est pour le sport. Après, pour s'y retrouver parfois, il peut arriver que des week-ends, il y ait 3 courses en même temps sur 3 chaînes différentes, hein. Donc il y a quand même des petits sujets de lisibilité et comme on dit en anglais, de storytelling, voilà, quelle histoire on raconte entre les courses d'un jour, les courses d'une semaine, les grands tours. Donc il y a des sujets de réflexion pas inintéressants. Voilà, en tout cas, ces 2 courses-là sont aujourd'hui des courses qui ne sont pas à l'équilibre. Et puis ensuite, on investit, et on va le faire sur le prochain Tour de France Femmes, on investit aussi fort sur le cyclisme féminin, on y croit. On veut se donner les moyens de réussir, c'est un investissement raisonné. On a regardé ce qui se faisait un peu ailleurs. On a vu le succès de la Coupe du Monde de foot féminine quand elle a eu lieu en France. Donc voilà, on va essayer de construire ça petit à petit. On a d'ailleurs un premier rendez-vous samedi avec Paris-Roubaix Femmes qui va être intéressant. Et dans la pratique, Monsieur Cluzot, il y a de plus en plus de femmes qui font du vélo, enfin en tout cas en compétition. Non, c'est important, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent le vélo. Il n'y en a pas beaucoup plus qui pratiquent en compétition. On était à 10%, on est aujourd'hui à 12%. Sur 110 000 licenciés, enfin, bon, la Covid ne nous a pas arrangé, on est un peu moins de 110 000, mais voilà, c'est les proportions. Parce que c'est vrai qu'on se dit, enfin quand on regarde autour de nous, parce qu'on ne passe pas notre vie à l'Assemblée nationale quand même, on revient un peu chez nous. Et donc on voit hein, que, enfin moi je suis en plus originaire de Nice, donc ça, c'est quand même un beau terrain d'entraînement pour la petite reine. Et on voit de plus en plus de pratiques de vélo. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de dire que ça... c'est plutôt dans ma tranche d'âge en plus. Moi, je ne suis pas encore tombé, mais il y a vraiment donc j'ai envie de dire un loisir sportif marchand qui est, je pense donc en plein développement. On essaie de trouver, enfin en tout cas notre rôle, de trouver aussi des relais de croissance. Je veux dire pour que ce que vous représentez tous les trois, je veux dire, croît, de manière le plus homogène possible. Qu'est-ce qui pourrait, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion qui pourraient y associer davantage donc, je veux dire des acteurs privés dans une forme de financement, que ce soit par des incitations fiscales ou autres, ou en tout cas qui pourraient justement embarquer davantage d'acteurs, bien sûr que l'État qui a un rôle prépondérant aussi, puisque c'est une volonté j'allais dire partagée, quel que soit le gouvernement, de financer aussi et de porter sa part dans le financement de politiques publiques autour du sport. Et je vous pose la question comme ça, de savoir si effectivement il y a aussi des réflexions que vous avez qui vous concerneraient particulièrement et qui feraient que ça aiderait donc à la préservation de votre modèle économique. Bien sûr, cette question s'adresse aussi à Monsieur Jean, mais enfin tout le monde peut s'exprimer. Alors, effectivement, aujourd'hui, quand je disais qu'on travaille sur la mobilité, on élargit beaucoup le spectre qui était le nôtre jusqu'à présent. On était quand même beaucoup plus axé sur la compétition. Et on s'aperçoit, c'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire, c'est qu'énormément de gens pratiquent le loisir compétitif, font des cyclosportifs par exemple, et ne sont pas licenciés. C'est pas toujours facile pour nos clubs d'accueillir plus de monde. Enfin, il y a un certain nombre de contraintes qui font qu'aujourd'hui on réfléchit. On voudrait vraiment pénétrer ce milieu des cyclosportifs en offrant des services qui ne seraient pas forcément une licence, mais on réfléchit à d'autres services pour ces gens-là. Parce que si on veut changer notre modèle économique, ça passera par là de trouver des produits enfin des produits, c'est peut-être pas le bon mot, hein, je dirais un produit entre guillemets, mais qui viendrait contribuer au modèle économique de la fédération et ne pas trop être dépendant justement de l'État, puisqu'on craint aussi l'après Paris 2024. Donc on voudrait un petit peu changer notre modèle économique et proposer. Donc aujourd'hui par exemple, on travaille beaucoup sur le savoir rouler à l'école, ce qui permet, c'est pas pour gagner de l'argent, mais ça nous permet de professionnaliser nos clubs, puisqu'on forme des éducateurs qui peuvent être rémunérés pour aller dispenser leur savoir à l'école. Après,
Après, récupérer les coureurs pour faire de la compétition, c'est vraiment un autre domaine. On n'est pas dedans. Mais au moins, si on professionnalise nos clubs, c'est une bonne chose. On a un autre projet qu'on met en place actuellement. C'est ce qu'on appelle, nous, la remise en selle. C'est-à-dire qu'on propose à des entreprises, justement, dont les employés vont aller travailler en vélo, de les remettre en selle ou de les mettre en selle et de leur redonner des bases de pratique axées sur la sécurité. Donc ça, il y a pas mal d'entreprises qui sont intéressées. On a un partenaire qui est le Crédit Mutuel, justement, sur ce sujet-là. Voilà, ce sont des pistes de travail. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour Alors, pousser, c'est à nous de nous vendre. Et puis, tout ça, c'est pour contribuer aussi à ce qu'il y ait le plus de gens possible qui fassent du vélo. C'est notre mission de service public aussi, quand même. Savoir rouler, c'est vrai que c'est essentiel, surtout pour votre base de licenciés, même si, bon, là, on voit quand même en cette rentrée que dans les clubs cyclistes et dans les écoles en particulier de cyclisme, c'est plutôt plein. Enfin, je le vois, moi, à Saint-Étienne avec l'Excel, par exemple. Qui offre toute la gamme d'activités, que ce soit la piste, que ce soit le gravel maintenant, voilà, quelque chose aussi qui se développe. La question que je voulais vous poser, si vous parliez des 16 000 organisations d'événements par an, on sait là l'importance vitale des bénévoles signaleurs, de ceux qui sont là pour organiser et encadrer les courses cyclistes. On nous dit que là, en cette rentrée, par contre, on ne retrouve pas les 100% de bénévoles qu'on avait d'habitude sur l'organisation des courses à pied ou courses cyclistes d'ailleurs, courses sur la voie publique. Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement que vous avez quelques remontées sur ces difficultés-là? Et puis sur le savoir rouler, parce qu'au départ, il n'y avait pas forcément un début de financement, parce que quand vous parlez d'éducateurs formés pour le savoir rouler, pour aller dans les écoles, j'imagine que vous ne voulez peut-être pas à terme financer à 100% ces éducateurs-là, même s'ils vont rapporter aussi au club, bien évidemment. Et donc, il y a 25 millions d'euros qui ont été mis. Au départ, c'était simplement une liste d'associations que vous alliez voir, ou de fédérations comme les usagers de la bicyclette, etc., ou les clubs cyclistes. Maintenant, il y a 25 millions. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on aille maintenant plus loin, notamment sur cet aspect savoir rouler, qui est vraiment, et en plus, qui est fondamental pour les apprentissages des enfants, quoi. Je ne sais pas s'il faut aller plus loin que les 25 millions. Pour l'instant, il faut déjà pouvoir les utiliser. Et ça veut dire qu'il faut pouvoir répondre à la demande. Et aujourd'hui, à travers notre institut de formation, on forme, mais il y a tellement de jeunes à former que on n'est pas les seuls. Il y a d'autres fédérations qui travaillent aussi sur ce sujet-là. On voudrait être le leader dans ce domaine. Mais c'est pas facile à mettre en place quand même, quoi. C'est pas aujourd'hui le modèle de nos clubs. De plus en plus viennent. On a 400 écoles de vélo labellisées qui vont s'intéresser à ça et qui vont travailler là-dessus. On a, nous, à la direction technique, une équipe dédiée sur le développement. Donc, moi, je travaille avec eux. Donc ça se met en place, mais la vie associative, c'est difficile, c'est lent à produire. C'est pas une entreprise où on change un mix du marketing et puis on voit le résultat. Pour redescendre à la base, c'est plus lent. En tout cas, on y travaille, c'est la volonté. Et franchement, je ne sais pas s'il faut augmenter. Probablement qu'il faudra augmenter, mais il y a un autre phénomène aujourd'hui qui nous intéresse dans ce cadre-là, c'est la remise en selle, où là aussi, il y a de l'argent qui a été donné, mais malheureusement pas au ministère des Sports, mais à la transition écologique, et qui a été récupéré en grande partie par la FUB, qui est beaucoup plus fort que nous en termes de lobbying. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont mis en place une organisation de dispense de formation et de propositions aux entreprises qui rentrent aussi dans les certificats d'économie d'énergie, donc ils vont faire rembourser une partie. Et là, voilà qu'on les rencontre, parce qu'on s'aperçoit que ça s'adresse à des éducateurs de toutes parts, mais nous, on n'est pas concernés. Donc, on voudrait prendre toute notre part dans cette formation à la mobilité, puisqu'on a quand même un savoir-faire à mettre en avant qui est reconnu, et on ne voudrait pas être ignoré dans cette démarche. Pour l'instant, j'ai l'impression que la FUB nous rend plus compliqué ce qu'on avait prévu, nous, en termes d'investissement auprès des entreprises. Pardon, ouais. Vous allez devoir faire à votre niveau de l'interministériel, en fait. Il faut aller chercher... Vous allez faire à votre niveau de l'interministériel. Il faut aller voir la FUB, effectivement, pour leur dire de collaborer.
sachant qu'on entend bien ce que vous dites et que effectivement c'est un message que nous recevons bien sur le fait de l'initier aussi au plus haut sommet de l'État et que ces discussions aient avant tout lieu entre le ministère des Sports et celui de la transition écologique. Juste parce qu'on essaie quand même de trouver les difficultés, je pense que on les connaît en termes d'engagement bénévole, j'ai envie de dire, dans tous les secteurs. Je reviens juste sur cette intention de pouvoir aussi proposer d'autres choses que votre domaine d'origine face à, je dirais, une pratique de ce sport qui se fait en dehors de cadre licencié classique. On a pu discuter ici d'une proposition de loi où j'ai posé systématiquement la question à beaucoup de fédérations, mais je ne crois pas à vous, justement, donc je profite que vous soyez là, où on rappelait et surtout on incitait les clubs professionnels, donc professionnels et sociétés sportives, à opter pour une forme de société commerciale qu'on appelle la SIC, la Société commerciale d'intérêt collectif. La question se pose, et il y a des personnes qui militent, donc notamment selon les fédérations, mais pour pouvoir bénéficier aussi de ce statut-là. Alors c'est une société commerciale qui a l'avantage d'une part d'être donc dans une forme de capitalisation à long terme, moyen-long terme, puisqu'il y a une distribution des dividendes chaque année qui est capée, on va dire, limitée, pour qu'on soit bien dans une constitution de valeur sur des projets moyen-long terme, mais surtout une gouvernance qui est partagée entre tous les acteurs, les plus larges auxquels on pense, que ce soit donc bien sûr les salariés, les actionnaires, bien sûr le mouvement sportif, mais les collectivités, également les partenaires et les pratiquants. Alors c'est vrai que pour le foot on imagine plus, on peut imaginer des socios, des supporters aussi qui peuvent être associés, mais c'est surtout aussi une possibilité d'avoir plus large spectre de financeurs et de pouvoir les organiser dans cette société commerciale-là, autour d'une organisation plutôt simple, puisqu'une société commerciale, ça reste le principe d'une société commerciale, et avec un objet qui est vraiment commun, qui est à un moment donné, donc soit le club ou soit une fédération. Donc est-ce que pour développer, je pense notamment, moi, aussi un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui concerne le vélo, c'est le sport santé, est-ce que ce sujet-là est un sujet qui pourrait intéresser une fédération que vous représentez aujourd'hui ? Alors, des clubs professionnels, on n'en a pas de clubs professionnels. C'est que des... Oui, fédération. Alors effectivement, on a réfléchi à ça. On se demandait si la fédération, enfin là, on est dans un nouveau mandat. Hein. Michel Callot a été réélu, mais bon, malheureusement c'est pour 3 ans. On a plein de projets, notamment de monter une filiale commerciale pour pouvoir proposer tous ces produits annexes à la licence et qui ne correspondent pas aujourd'hui à ce qu'attend. Donc on est en train de travailler dessus, mais on n'a pas basculé. On est toujours sur l'associatif. Ouais. On est d'accord que c'est pas une substitution, c'est un complément. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de parler de tout associatif à tout commercial. Hein. C'était juste un chemin qu'on propose. Si on fait une entité commerciale, c'est pour reverser dans l'associatif, c'est pour constituer des ressources pour l'associatif. C'est pas pour gagner de l'argent demain. Nous, c'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est que nos clubs puissent accueillir des gamins et puis. Et voilà, la santé aussi, effectivement, c'est un axe de travail. On commence à pas mal travailler sur la santé. On a 2 jeunes filles qui sont formées pour intervenir. Et notamment dans le 78, on a une expérience intéressante avec les EHPAD pour que les gens gardent de l'autonomie et ça se passe bien. Et je pense que ça peut servir de modèle pour s'implanter dans d'autres établissements. Ouais. Allez-y, monsieur Jean. Pour répondre à votre question tout à l'heure sur les axes de développement, donc ce que j'ai évoqué à l'introduction sur ces notions d'incrustation pour pouvoir élargir les possibilités. Oui, publicité virtuelle et incrustation, c'est 2 choses, hein, c'est 2 axes, c'est 2 choses différentes, mais élargir ces possibilités, puisque alors la différence, déjà la publicité virtuelle, vous allez avoir nécessité d'avoir des moyens entre guillemets financiers beaucoup plus importants parce que c'est un coût de production plus cher. L'incrustation, c'est quelque chose d'assez simple. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est très restrictif en termes d'ouverture de marché. Et là, il y a vraiment quelque chose de simple. Encore une fois, on se replace dans un contexte d'équité vis-à-vis de, si on peut parler ainsi, mais d'autres sports. Nous n'avons pas cette panoptique qui peuvent bénéficier d'autres sports professionnels, en l'occurrence pas que, mais professionnels.
Il y a d'autres axes, je crois que ça a déjà été porté aussi par l'association des ligues, mais une notion de mécénat sportif qui est aujourd'hui très limitatif dans notre domaine à nous. Et voilà, alors il y a l'axe de réflexion de comment on développe les produits et l'axe de réflexion derrière comment ils sont redistribués aujourd'hui. Voilà, je crois qu'Aeso l'a très bien dit, développer ces produits, c'est peut-être aussi permettre demain de rentabiliser les courses qui ne le sont pas. C'est permettre à nos modèles associatifs d'épreuves d'être plus rentables. Quand je dis plus rentables, d'aller chercher des produits supplémentaires, d'autant plus qu'aujourd'hui, ceux-ci sont dans une situation extrêmement précaire. Ils n'ont pu bénéficier d'aucune aide sur les dispositifs mis en place par le gouvernement par rapport à la pandémie. Donc on a aujourd'hui des épreuves qui, sur des fonds propres, sont dans une situation quand même très fragile. On espère tous sortir le plus rapidement de cette crise, mais on a une fragilisation très importante de nos associations, de notre modèle associatif à ce niveau-là. Et on ne peut pas non plus parler de comment est-ce qu'on va développer quelque part le financement de nos épreuves, comment on va développer le financement de nos structures, sans évoquer nos dépenses. Et aujourd'hui, on a un gros dossier, c'est la sécurité. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et on peut se creuser le cerveau pour essayer de développer notre financement, mais si de l'autre côté, on continue dans la courbe actuelle, ça va devenir très 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 compliqué. Très compliqué. On a une hausse de 20% par an des frais de police, gendarmerie. Et là, on va arriver bientôt à une bascule où, malheureusement, on va avoir des épreuves qui vont disparaître parce qu'elles ne vont pas pouvoir suivre. Ça, c'est une réalité. Juste pour comprendre, donc vous répondez à un cahier des charges des collectivités sur ce plan de sécurité. Enfin, je veux dire par là que c'est fait en adéquation avec les volontés de la collectivité que vous traversez, etc., l'État, enfin les... Alors, non, parce que j'ai cru comprendre que quand même il y avait certaines villes qui, dans le Tour de France notamment, qui imposaient un service de sécurité qui peut-être allait au-delà de, je ne sais pas, ou c'est le même partout. Non, en fait, il y a un cahier des charges. Il y a eu l'application d'un bouclier tarifaire, parce que dans l'historique, c'est au niveau du rapprochement des coûts de frais de police et gendarmerie qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, il y a aujourd'hui un coût qui est identique. Simplement, les coûts des frais de police étaient bien supérieurs aux coûts de frais de gendarmerie. Et on s'est rapproché des coûts de frais de police. Aujourd'hui, il y a eu un bouclier tarifaire qui a modulé dans le temps l'augmentation, mais qui a cette augmentation et l'importance de l'augmentation année après année vient impacter les finances de nos structures. Aujourd'hui, ce qu'il faut en plus savoir, c'est le côté, pour certaines épreuves, aléatoire, puisqu'on ne décide pas du nombre de forces de police et gendarmerie qui seront mis à notre disposition. C'est la bonne volonté du préfet ou des forces de police. Et on peut avoir les deux excès, c'est-à-dire des difficultés à avoir les effectifs nécessaires pour assurer la sécurité de la course parce qu'il n'y a pas de disponibilité, et l'effet inverse, avoir beaucoup trop de forces de police et gendarmerie mises à disposition avec des problématiques aussi concernant ces aspects techniques, mais on nous compte un véhicule pour des fois venir déposer 2 gendarmes sur un rond-point et revenir les chercher 3 heures plus tard, mais on nous compte le véhicule à la journée, donc on arrive à des sommes astronomiques dont on n'a pas toujours connaissance avant le début de l'épreuve. Donc la facture arrive, vous ne pouvez même pas l'approvisionner parce que vous ne la connaissez pas. Alors, je ne parle pas pour Aeso parce que c'est peut-être un peu différent vis-à-vis de cette facture, mais en tout cas pour des petits organisateurs, c'est extrêmement compliqué et très problématique et très inquiétant. Très, très inquiétant. Un autre sujet que vous avez évoqué, quand vous parliez dans votre budget de dépenses des coûts d'assurance, je suppose. Alors, je voulais juste comprendre si c'est des assurances événements ou est-ce qu'il y a une forme d'assurance pour vos coureurs professionnels? C'est l'ensemble. Nous avons aujourd'hui le même contrat d'assurance que la fédération. Voilà, nous avons une quote-part par rapport au contrat d'assurance de la fédération, par rapport au risque prime, etc. Là, ça a été calculé. Aujourd'hui, ce contrat d'assurance, les 4/5 du montant de la prime de la Ligue sont versés par Aeso, au regard de la sinistralité d'Aeso sur ces dernières années et par rapport dans un effort de solidarité aussi. Mais c'est ce montant de l'assurance, mais ça comprend l'assurance des coureurs, des groupes sportifs et de nos épreuves. Donc tout ce qui peut arriver sur nos épreuves.
Juste, je demandais des précisions. C'est pour ça que ça s'appelle mission d'information d'ailleurs, parce que c'est pour éclairer tout le monde. Et en premier lieu, moi, sur cet aspect coût, gestion de la sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été évoquée dans d'autres disciplines, notamment les rencontres de foot, etc. Donc, on parle beaucoup de continuum de sécurité. Est-ce que là, nécessairement, quelle est la part en fait de sécurité privée? Est-ce qu'il y a une sécurité privée aussi qui est mise en place par l'organisateur? Quelle est la proportion? Et est-ce qu'à un moment donné, quand on parle de sujet du continuum de sécurité, c'est quelque chose qui peut être aussi un début de, je ne sais pas, peut-être de solution ou pas à une inflation que vous voyez, à un manque peut-être de compréhension déjà de la facture que vous recevez, si je vous entends bien? Non, on est toujours sur un rapport risque-prime. Il y a un moment donné, il y a un appel d'offres qui a été lancé par la fédération en concertation avec la Ligue auprès de courtiers et d'assureurs. Aujourd'hui, notre problématique, c'est toujours les accidents graves qui peuvent arriver sur notre compétition, et comprenant le public. Vous avez... Je m'excuse, je parlais du coût de la sécurité en fait. Je ne parlais pas de l'assurance là. Je parlais de le continuum de sécurité qui est un peu... Des forces de l'ordre, on n'a pas... Enfin, voilà, c'est dépendant des épreuves, c'est de prendre une... Non. Nous, on a une petite sécurité privée pour les villages départ et arrivée. Par contre, le gros des coûts de sécurité qui sont les forces de l'ordre sont à la charge de l'organisateur, à notre charge. Et il y a eu en effet une hausse très importante de ces coûts de sécurité ces 10 dernières années. Est-ce que vous auriez l'attitude donc à pouvoir avoir recours davantage à une sécurité qui n'est pas celle de la police nationale, enfin je veux dire, ou pas? Alors, il n'a pas de pouvoir régalien en termes de sécurité. Il y a à la fois des motards, des structures privées qui peuvent venir en aide aux forces de police et gendarmerie sur nos épreuves, qui existent et qui sont souvent d'anciens motards ou même des motards en vacances ou sur leur temps libre. Et ces structures sont payantes, bien entendu, mais voilà, il y a la notion de pouvoir régalien pour faire respecter l'interdiction à la circulation sur la route, etc. C'est forcément les policiers ou gendarmes. Juste pour rajouter sur le cyclisme amateur, la sécurité est aussi assurée par des bénévoles, les signaleurs qui sont au carrefour, qui arrêtent ou qui essayent d'arrêter les véhicules, parce qu'effectivement, ils n'ont pas de pouvoir régalien. Et sans eux, les petits organisateurs ne pourraient pas payer les forces de l'ordre, bien sûr. Heureusement qu'on les a. Actuellement, il y en a moins qui répondent. Difficile à dire. 2 années, c'est sûr que sur les 2 années, il n'y a pas eu d'activité. On a eu très très peu d'activité, donc on fera le bilan bientôt. Enfin, j'espère que non. J'espère qu'on va conserver nos bénévoles. Pour vous donner juste un ordre d'idée, sur une épreuve comme le Tour du Poitou-Charentes, 4 jours de course, c'est 2500 signaleurs, 2500 bénévoles. Il faut les trouver. Et on s'appuie souvent sur les clubs locaux, d'ailleurs. Ouais. Pour... Mais il suffit que 10% du volant de bénévoles habituels ne répondent pas présent et ça devient très très compliqué. C'est pour ça, voilà, on a quelques retours c'est pour ça de terrain. Et je voulais simplement signaler l'alerte pour que... Juste, pendant cette période-là, pardon, mais ça s'adresse à vous trois concernant l'assurance. Est-ce que pendant cette période Covid, vous avez eu une renégociation avec vos assureurs ou pas? En tout cas, une ouverture de négociation. Est-ce qu'elles ont abouti? Alors, le contrat a été prolongé d'1 an et puis une renégociation pour le futur, sachant que vous êtes toujours avec le rapport risque-prime, mais des incidents des années passées. On n'est pas sur l'année X quand vous renégociez parce que vous n'avez pas tous les chiffres. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu d'incidence à la baisse. On a eu une sinistralité importante sur les années précédentes, donc on est déjà content aujourd'hui d'avoir pu maintenir le contrat. Oui, il y a une petite, mais voilà. Non, pardon. Pour répondre concrètement, il y a eu quand même une négociation avec notre assureur sur l'année 2020 qui a été substantielle et qui a pu être distribuée aussi aux organisateurs. Donc on a quand même pu négocier. Ouais. Très bien.
J'avais juste une question. Est-ce qu'on peut délocaliser le Tour de France? Est-ce qu'on peut avoir un risque de délocalisation du Tour de France? Je dis ça parce que tout à l'heure, vous avez parlé de compétition, enfin de concurrence entre compétitions internationales, et très certainement il y en a. Est-ce qu'on peut voir le Tour de France donc en Asie? On peut avoir des critériums dérivés du Tour de France, dérivés de la marque Tour de France. Non, on n'aura pas un Tour de France organisé en Asie. Par contre, on a un Tour de France qui part de l'étranger régulièrement, qui partira du Danemark en juillet prochain, qui partira de Bilbao en 2023. On va là où sont aussi la nationalité des champions, les audiences. Le Danemark, c'est 50% de part d'audience chaque jour sur la chaîne TV2 quand le Tour de France a lieu en juillet. Donc c'est x3 par rapport à la moyenne de la case. Donc c'est un succès. Ils attendent un monde colossal au bord des routes. Donc il faut aller là aussi. Logique, là où il y a du monde. Le succès des championnats du monde dimanche dernier en Belgique était phénoménal. Voilà. Mais non, le Tour de France n'aura pas lieu pendant 3 semaines au Japon. Je ne crois pas. Ok. Et dernière question, juste parce que je me rappelle une conversation avec M. Jean dans un autre cadre où vous me parliez du droit à l'image, notamment pour les cyclistes. Est-ce que vos réflexions ont avancé ou pas depuis sur ça, qui est une source de rémunération possible supplémentaire pour les professionnels? Et moi, je voudrais juste comprendre très concrètement. On aurait pu faire pendant le confinement un Tour de France en fait, mais à Monaco, non? Puisque il y a beaucoup de cyclistes français qui résident à Monaco. Non, mais très clairement, parce que c'est vrai que c'est un peu, enfin, les découvertes, donc vous avez parlé de charges, etc. Mais pour être très clair là, sur ce phénomène-là. Alors sur le droit à l'image, on n'a pas trop évolué pour le moment dans la réflexion. Après, le nombre de cyclistes français résidant en Principauté de Monaco ou à Andorre, il reste quand même extrêmement faible. Aujourd'hui, beaucoup d'étrangers par contre, ça c'est sûr. On pourrait faire une compétition d'un très bon niveau à Monaco, mais il y a un critérium, mais avec principalement 90% d'étrangers, quoi. Voilà. L'endroit s'y prête. Aujourd'hui, voilà, il faut ramener, on n'est pas du tout dans les mêmes échelons de rémunération que dans d'autres sports, sans trahir de secret, même s'il y a une évolution, hein, mais aujourd'hui, le nombre, alors, même au niveau international, le nombre de coureurs cyclistes qui ont des revenus supérieurs à 1 million d'euros sont de l'ordre de 50, et il y a peut-être 3-4 Français dedans, mais pas plus. Voilà. Alors, je n'ai pas les chiffres des dernières années, mais il y a 3-4 ans en arrière, le salaire moyen d'un coureur cycliste français était de 5-6 000 euros. Donc voilà, faut garder toute proportion. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi en charge de la Ligue et de l'UNCP, le syndicat des coureurs cyclistes professionnels français, d'accompagner la reconversion des coureurs, parce que c'est un vrai sujet, et contrairement à certains autres sports, pas beaucoup, hein, mais ne peuvent pas s'arrêter après la carrière en disant qu'ils vont vivre de leur gain, loin de là. Merci beaucoup, Monsieur Jean, Monsieur Goupil, Monsieur Cluzot, pour votre contribution à notre audition et notre mission d'information parlementaire. Et n'hésitez pas à relayer notre consultation citoyenne qui est sur le site de l'Assemblée nationale sur la question des droits audiovisuels et du sport en France. Voilà, on associe nos concitoyens, et déjà plusieurs milliers de réponses depuis la semaine dernière, donc n'hésitez pas à relayer notre consultation citoyenne auprès notamment de vos licenciés et de vos collègues. Merci.